Le spatial turn, comme on l'a défini, qui s'est imposé dans le domaine des sciences humaines et les succès croissants d'une herméneutique littéraire centrée sur la dimension locale, aussi bien qu'attentive aux caractéristiques et aux traits d'une région, d'une ville ou d'un territoire, dès les intuitions du pionnier de Carlo Dioniziotti aux plus récentes formulations géocritiques de Bertrand Westphal et de Robert Talli, nous assure que de l'examen des œuvres littéraires peut arriver une contribution tout à fait importante à l'acquisition des notions et des compétences qui participent du périmètre disciplinaire de la géographie. Laquelle géographie, en effet, est de moins en moins une science de la nature satisfaite de nous donner une morphologie purement physique de la planète, et de plus en plus une science anthropique qui s'occupe des façons de vie, de groupe humain, d'un territoire déterminé, et donc aussi d'organisation, de production, d'échange, d'us et coutumes. Au bout du compte, même dans un horizon strictement géographique, un territoire donné est important en tant qu'habitat, en tant que théâtre, limite et condition de l'agir humain. D'autre part, après la révolution industrielle, le rapport avec le milieu ne se produit plus sous le signe de la suggestion et de l'adaptation aux forces et aux lois de la nature, comme il est arrivé dans les millénaires passés, mais sous la dominante anthropocentrique, et j'oserais dire prométhéenne, du contrôle et de l'exploitation des ressources naturelles, de la manipulation génétique, de la primauté de la technologie et de l'inexorable pressante expansion des espaces artificiels, ce qui met de nouveau et doublement en cause le facteur anthropique. Si on relie à la lumière de ce qui s'est passé sur la planète bleue à partir de la révolution industrielle, l'avertissement lancé au pied du Vésuve par Leopardi contre le siècle hautain et sot paraît aujourd'hui presque totalement inactuel, car s'il est vrai que la nature continue à déployer sa force ravageuse par des séismes, des éruptions, des cyclones, il est vrai aussi par contre que la chaîne formée par le genre humain pour en endiguer la violence a dépassé les limites du pacte défensif et consolant prescrit par l'auteur de la Ginestra, du Géné. Entre-temps, le rapport avec la nature s'est tellement modifié que dans le calcul du doigt de l'avoir, ce qui a infligé les plus grandes blessures pendant les 2 siècles derniers a été sûrement l'homme, en polluant l'air, les eaux, le sol, en gâtant la beauté de la création, en recouvrant des régions de plus en plus vastes de béton, d'asphalte et de déchets. Le sang des lieux, l'invention littéraire de stéréotypes géographiques. C'est encore plus évident en cette perspective la trame des mêmes intérêts qui lie la géographie à la littérature à l'intérieur d'un système elliptique de gravitation des données observées qui a comme foyer respectivement l'homme et le milieu. Si les auteurs des œuvres littéraires n'ont jamais pu se passer de placer leur sujet dans un espace quelconque, les géographes, d'ailleurs, dans l'étude de lieu, ne peuvent pas omettre les représentations que de ce lieu ont été données,
c'est-à-dire la valeur qu'il a prise aux yeux de ses habitants ou du visiteur de passage. Et ici, sur le procès culturel d'élaboration et de sédimentation dans l'imaginaire collectif des stéréotypes géographiques, souvent la littérature joue de nouveau un rôle décisif en tant que génératrice ou divulgatrice de clichés identitaires. Pensez seulement à l'impact de la comédie de Dante sur la conception spatiale des royaumes d'outre-tombe. Mais il suffit de rappeler, par exemple, les jugements cinglants en débit des habitants toscans de la Val d'Arno, respectivement cochon, roquet, loup et renard, prononcés par Guido del Duca dans le 14e chant du Purgatoire, passés tristement en proverbe dans leur caractérisation bestiale et légués pour héritage à leurs descendants en damnation éternelle des citoyens du Casentino, de Florence, de Pise, de Arezzo. La fortune scolaire de certaines pages canoniques a si gravé l'image d'un milieu dans la mémoire des générations de jeunes tout entières que souvent elles font prime même sur l'expérience directe, comme si l'observateur, victime d'un charme contemplatif ou contemplatif, c'est masculin, merci, n'était plus à même de ne pas tenir compte du filtre littéraire qui s'est installé dans son esprit sous forme et essence d'un lieu donné. C'est le pouvoir de suggestion qui émane des œuvres littéraires, capable de s'emparer de notre conscience et de nous obliger à regarder le monde avec les yeux même de l'auteur. Je parlerai en ce sens d'une vision déléguée des lieux. Une force pareille se dégage, pour citer un cas didactiquement emblématique, du très célèbre début panoramique des Promessi Sposi, le fiancé de Manzoni, où la maîtrise littéraire du dessin scénographique s'harmonise avec la précision géographique de la description, en indiquant avec une parfaite exactitude les points cardinaux, l'orographie, la conformation et l'origine du territoire, les caractéristiques géologiques, le système hydrographique, la toponomastique, la flore, les cultures, les établissements humains, le cadre sociopolitique et les voies de communication. D'ailleurs, il y a de nombreux textes littéraires qui peuvent légitimement se vanter d'avoir généré, toute proportion gardée, un effet analogue de construction a priori d'une image géographique. L'empreinte cognitive que la lecture d'une description laisse, même au bout de temps, dans la vision d'un lieu, constitue mieux une qualité loin d'être négligeable pour reconnaître la paradigmaticité d'une œuvre. Une autre mémorable ouverture paysagiste peut nous servir d'exemple. Verga a si bien évoqué dans la roba, les biens, la silhouette basse et ondulée de la campagne sicilienne comprise entre la mer Ionienne et le mont Iblei, que tous ceux qui ont lu ce conte ont vraiment l'impression
de ce marché sur le ventre de Mazzaro étendu sur la terre. De cette façon, sans nous le dire d'une manière ouverte, l'auteur, caché derrière l'œil oisif et errant de l'étranger qui le parcourt, nous a offert un renseignement précis sur l'économie agricole, la concentration de la propriété et l'organisation du travail de cette partie de l'île en 1800. La médiation littéraire du rapport avec le réel prend plus de relief à l'intérieur d'une conception de la géographie comme celle dominante, soumise au point de vue humain, où la représentation de lieux finit par avoir même plus d'importance que les données objectives. Il est de plus en plus rare d'ailleurs que l'on trouve un lieu encore vierge, je veux dire, de contamination interprétative. Le plus souvent, à présent, il s'offre tout à fait pareil, revêtu de renseignements de différentes provenances et natures, parmi lesquels se distinguent, pour les esprits cultivés, les œuvres littéraires. Ainsi, par exemple, les vers de Montale nous apprennent le paysage delle Cinque Terre, 5 terres, tandis que Pasolini, in Ragazzi di Vita, Garçon de vie, nous escorte parmi le faubourg de Rome. Pareillement, en admirant le cours majestueux du Pô, pas loin de son embouchure, il doit forcément évoquer le moulin flottant immortalisé par Bacchelli, qui utilisait le courant du grand fleuve, mais qui était tout de même exposé à ces crues désastreuses. Et voyons la contribution de la géocritique. Mais plutôt, il faudra nous demander si et en quelle mesure le vers littéraire donne de la réalité géographique considérée une image qui correspond à la vérité, donc lucide, profonde et exhaustive, ou bien en véhicule une vision selon les cas partielle, idéologique, opaque, maniérée ou mythique, en tout cas déformée et restrictive. Pour mener une analyse la plus correcte des représentations littéraires des milieux, on peut se faire aider par la méthode réticulaire, stratigraphique et multifocale adoptée par la géocritique, fondée sur l'analyse contrastive et interdisciplinaire de la plupart possible des documents disponibles, littéraires ou non, relatifs à une unité géographique qu'ils appellent le réalem, choisi comme objet de l'étude croisée. Dans cette perspective, pour appliquer par échantillon à la réalité italienne les suggestions de la géocritique, on pourrait conseiller beaucoup de comparaisons rapprochées entre plusieurs auteurs qui ont décrit la même ville, comme Trieste ou Naples, ou bien en dilatant opportunément le diaphragme, une aire géographique d'appellation contrôlée comme les Langhe, la Maremme, la Brianza, ou encore une zone économique comme, si l'on pense à l'industrie, Ivrea ou Vigevano, ou naturellement une région tout entière comme la Sicile. Du reste, la comparaison pourrait être faite aussi sur des bases non pas territoriales, à partir des analogies et des apparentements topographiques ou typologiques
relatifs à la géographie à la fois physique, humaine ou économique, tels que le banlieue urbaine, la province, le pays, la frontière, les côtes, l'île, la mer, la campagne, la plaine, la colline, les vallées, le sous-sol, les moyens de transport, les intérieurs de logement, les espaces commerciaux, les lieux d'amusement, de culte ou de travail. Comme elle éclaire moins les caractéristiques de la transposition littéraire d'un milieu que le réalisme au-dessus, la géocritique constitue dans le domaine littéraire l'approche résolument plus penchée au versant des intérêts géographiques, puisqu'elle traite les œuvres des écrivains et des poètes à la manière de sources géographiques indirectes, apaisées de façon critique par rapport aux référents en tant que le témoignage subjectif, pas nécessairement factieux, mais même jamais parfaitement neutre. D'autre part, il est évident que, indépendamment de cette tendance des études, qui peut se vanter d'avoir de prosélytes d'un côté à l'autre de l'Atlantique, on doit mettre à profit une pareille instruction méthodologique, comme le montre un simple rapprochement de la Sicile de Vittorini à la Sicile de Verga, ou de la Ferrare de Bassani à la Ferrare de Savigno, ou encore de la Sienne de Luzzi à la Sienne de Tozzi. Littérature de voyage. Dans la variété de formes littéraires, celle qui mieux se prête par vocation statutaire à une lecture du point de vue géographique est naturellement la description d'un voyage. Chapitre indubitablement mineur dans la hiérarchie de genre littéraire, mais aimé par le grand public et non sans excellence dans le temps ancien et récent, du million de Marco Polo au Sentimental Journey di Stern à l'Italienische Reise di Goethe. Ce filon est intéressant aussi pour des remarquables ramifications historiques et culturelles, immédiatement reconductibles aux grandes raisons qui, dans le cours des siècles, ont poussé les individus tout seuls ou en groupe, plus ou en groupe, ou moins nombreux, à entreprendre un voyage, aussi bien religieux ou de guerre, scientifiques ou commerciaux, humanistes ou mondains, politiques ou de travail. Je me réfère en particulier à l'espèce pieuse de la peregrinatio, le pèlerinage, en vogue surtout pendant le Moyen-Âge, lié aux pratiques ascétiques d'aller en Terre Sainte ou à Rome, ou bien à Santiago de Compostela, pour expier un péché ou avec le propos délibéré de changer de vie. Mais aussi aux nombreuses relations, lettres, chroniques, carnets, écrits par des marchands, des ambassadeurs, des humanistes ou des missionnaires qui ont battu les rues du monde pour conclure des affaires ou bien chargés d'une mission diplomatique à la recherche de manuscrits ou pour gagner des âmes à la fois. Ou encore, je me réfère aux observations, aux anecdotes, aux journaux de voyage écrits quand, surtout au XVIIe et XVIIIe siècle, se diffusa la mode du grand tour. De plus,
ont considérablement alimenté une écriture à haute teneur géographique, le compte-rendu fleurit autour d'explorations légendaires de terres inconnues et certaines compilations encyclopédiques oscillantes entre la description physique des lieux, l'exposition ethnographique, le guide touristique et le Baedeker culturel. Contigu à ces écritures d'information, parfois même étrangères à tout effet de style ou sans aucun souci d'élégance, sur le plan strictement littéraire de l'invention, il faudrait considérer d'autres typologies d'œuvres où l'on donne un rôle de toute façon éminent à la dimension géographique, à commencer par la littérature coloniale, attirée par le même goût exotique qui a fait la fortune de beaucoup de romans d'aventure, sous le dénominateur commun d'une optique clairement occidentale. Sur toute autre longueur d'onde, une grande quantité de textes documente par contre les calvaires de l'émigration, de la relégation, des exodes en masse ou des déportations. Aussi en Italie, qui n'a jamais connu en passé le phénomène de l'immigration, la récente arrivée de beaucoup d'étrangers a déjà produit une moisson considérable de récits interculturels écrits dans notre langue par des immigrés du tiers-monde. Les demeures vitales. Entre littérature et géographie, il y a un autre nœud à débrouiller, celui de demeure vitale, pour s'en tenir à une définition appropriée de Oreste Macri, c'est-à-dire des lieux où les auteurs de la littérature sont nés et ont grandi, où ils ont vécu pour une certaine période, ou encore ils s'y sont installés, tout en établissant avec eux une forte liaison de familiarité, d'imaginaire et d'affection. Bien sûr, tout le monde sait que les données biographiques ont toujours une influence sur l'œuvre de l'auteur, et il ne peut en être autrement, étant donné le rapport visqueux, presque un court-circuit, qui inévitablement se forme dans son esprit entre le plan réel de l'existence et le virtuel de l'invention littéraire. Cela détermine avant tout cette espèce d'arc réflexe par lequel, très souvent, les milieux et le paysage qui servent de scène à une effusion lyrique ou à un événement vraisemblable sont la reconnaissable projection des lieux très familiers à l'auteur. Voilà expliqué, pour citer seulement un cas emblématique, pourquoi, après avoir immortalisé dans beaucoup d'idylles, vues et tableaux de Recanati, son natal bourg sauvage, le dernier Leopardi, s'étant établi à Naples, ait pu élire comme fond de la Ginestra, du Genêt, le dos aride du Vésuve. Sur ces prémices ont été créés dans plusieurs quartiers, pas seulement d'Italie, des parcs littéraires pour garder et valoriser comme bien culturel et du milieu les demeures vitales des auteurs et les lieux décrits dans leurs œuvres. Le parc littéraire sont la preuve concrète de la correspondance biunivoque qu'il y a entre géographie et littérature, nous permettant de toucher du doigt, d'une manière tout à fait évidente, d'un côté, l'influence exercée par les lieux sur la genèse des œuvres, et de l'autre, la contribution des œuvres pour l'attribution
d'un sang à ce même lieu. Sixième paragraphe. Cependant, du lieu qui unit un auteur à son habitat, un part littéraire peut rendre seulement la pointe émergente de l'iceberg, ce qui apparaît à la lumière du soleil, c'est-à-dire la description d'un paysage ou la peinture d'un lieu. Mais sous la surface de l'eau cale une masse de glace bien plus grande dont on doit tenir compte si l'on veut percevoir toute l'importance de l'influence que la composante géographique peut exercer sur la conception d'une œuvre littéraire. Les lieux ont en effet une fonction modélisante, c'est-à-dire qu'ils contribuent à déterminer d'une façon aussi efficace qu'invisible les coordonnées de notre connaître et agir. Il suggère enfin une vision du monde. Quand on parle, par exemple, de lignes lombardes ou d'ateliers ferrarés, de sicilitude ou de pensée méridienne, on ne veut pas évoquer tout simplement une série de vues panoramiques, un album de cartes. Mais plus loin, on fait allusion au trait particulier qu'un certain lieu géographique avant qu'historique a transmis à une poétique ou à une culture, et en les y imprimant comme ses marques caractéristiques. Locution d'usage commun dans le langage de la critique et de l'historiographie littéraire, telle que genius loci, terre d'origine, ville de l'âme ou buen retiro, ont toujours des implications d'identité, en renvoyant à l'incidence des facteurs du lieu dans le mûrissement d'une philosophie ou d'un sentiment de la vie. Enfin, dis-moi où tu te trouves et je te dirai qui tu es. Toutefois, pour remonter avec cette intention au code génétique des œuvres littéraires, on ne devrait s'appuyer pas à une seule variable géographique, mais à un système spatial complexe à plusieurs dimensions. Jusqu'ici, à vrai dire, au moins en Italie, on a recouru presque uniquement à la latitude. Selon la vieille opposition romantique et sensualiste entre les littératures du Nord et les littératures du Midi de l'Europe. À côté de la latitude, il faudrait aussi tâter la valence herméneutique d'autres coordonnées géographiques. Par exemple, à partir de la très célèbre définition physique de l'Italie due à Pétrarque. Le beau pays que les Apennins partagent et la mer entoure et les Alpes. Habiter une vallée alpine dans un horizon circonscrit et anguleux, avec des conditions climatiques souvent ingrates, dans la nature et chez une petite communauté montagnarde, avec une économie de pure subsistance qui satisfait juste les besoins élémentaires, n'est pas la même chose pour un écrivain qu'habiter au cœur d'une immense plaine, plate, à perte de vue,
densément peuplée, parcourue par de faciles voies de communication, intéressée par une urbanisation massive, prospère de bien-être et de commodité. Je veux dire que les lieux ont une âme qui se transmet aux gens avec l'air qu'ils respirent, par simple immersion. En l'espèce, dans la montagne vis-à-vis de la plaine, on peut voir écrit le scénario d'un destin qui se répète, celui de la migration d'un milieu hostile à un autre riche d'opportunités, mais à la fois babélien de langue et de coutumes, lieu de la peur et du suspect, de l'anonymat et du déracinement, comme les mésaventures du montagnard Renzo Tramaglino à Milan prouvent d'une façon absolument claire. D'une manière analogue, c'est bien différent d'habiter l'hinterland ou la côte, en ayant toujours devant les yeux, jusqu'à l'extrême horizon, l'étendue de la mer. Comme c'est bien différent d'avoir fait son nid sur une île plutôt que sur le continent, tel que nous le montre amplement la littérature sicilienne et la littérature sarde. Ainsi, la mentalité va inévitablement changer si l'on vit dans une localité industrielle ou dans une région rurale, dans une métropole ou dans une sommeilleuse ville de province, dedans le notoire système radial des centres et périphéries qui est si typique de l'Italie, même moderne. Mais en revenant au Pétrarque, géographe de la péninsule, on doit mieux considérer la coupe longitudinale que la chaîne des Apennins procure à l'Italie à cause de sa disposition et qui la sépare en deux versants, oriental et occidental. Je ne saurais pas dire à cet égard si l'on peut justement supposer l'existence d'une ligne adriatique opposée à une ligne tyrrhénienne. Mais dans un ordre idéal de référence symbolique, sûrement, les deux points cardinaux sont chargés de sens et parfaitement complémentaires. À l'est, en effet, on dit est, en effet, la littérature regarde comme au lieu des origines, tandis que l'ouest, tout au plus, indique la terre de l'utopie. Ce qui est arrivé en Orient appartient au passé, tandis que celui qui hisse les voiles vers l'Occident tend à la conquête d'un futur. La vision orientale est mythique, l'occidentale appartient à l'histoire. À droite, on contemple l'être, à gauche, on poursuit le devenir. D'un côté domine le sentiment religieux, de l'autre, la volonté laïque. L'Est pousse le nostos, à l'Ouest, l'esprit d'aventure. L'un se réfère aux fondations, l'autre revendique le droit de se mettre à l'épreuve et la liberté d'avoir des expériences. Pour rapidement vérifier cette dialectique des antipodes, il faut se concentrer d'une part sur le sens de la marche de l'aîné virgilien, de la Troade jusqu'aux côtes du Lazio, la Sion, je crois, ou sur le fou vol, folle volo, de l'Ulysse de Dante au-delà des colonnes d'Hercule. De l'autre, sur le motif historique religieux de la Jérusalem liberata, Jérusalem libérée.
Tasso, ou sur l'hellénisme du Carducci barbare et du D'Annunzio, de la ville morte et de Maya, ou encore sur le pascoli régressif du petit poème Italie, ou l'Ungaretti biblique et africain de la terre promise. Dernier point. Écologie des mondes possibles. Le cas vraiment paradigmatique des città invisibili, les villes invisibles de Calvino, nous introduit à une autre catégorie géographique, celle toute mentale des mondes possibles. On pourrait se demander quel est l'apport géographique concret que peut fournir une invasion de terre inexistante qui fait pression plus sur le merveilleux que sur le réaliste. Bien sûr, si nous voulions les localiser en un point exact d'une carte, il faudrait s'attendre à la même décevante réponse que le Marco Polo de Calvino a donnée à Kublai Khan. Je ne saurais pas tracer la route sur la carte, ni fixer le jour de l'abordage. Mais les liens imaginaires, comme nous a appris l'auteur de Villes invisibles, sont aussi bien la projection de la réalité, parce qu'ils traduisent en forme visionnaire une expérience concrète de vie sociale ou un désir compensatoire de rapports harmonieux. Bref, il suggère le sang dernier infernal des modernes géographies urbaines et les instances utopiques d'une palingénésie sociale et du milieu. D'ailleurs, cela dit, un jour, le monde possible décrit par ces œuvres d'invention pourrait bien se réaliser quelque part. Les écrivains, en tant qu'ils s'exercent à dessiner des mondes, sont les prophètes et les architectes des géographies futures. Soit quand ils envisagent des terres promises, soit quand ils préfigurent des scènes apocalyptiques, en s'occupant aussi des changements climatiques et naturels à l'échelle locale ou planétaire. En effet, grâce à sa vocation de s'étendre le long de l'axe du temps autant que de se dilater dans l'espace, si bien qu'elle raconte aussi de tournants et des transformations, la littérature rend du monde une image et une idée dynamique, de réalité sujette à une incessante métamorphose. De cette manière, elle favorise la diffusion d'une conscience écologique à la suite des altérations considérables du paysage et des équilibres naturels causés par l'inexorable progrès technologique. On peut citer à ce propos le Calvino écologiste de la speculazione edilizia, spéculation de bâtiments, ou de la nuvola di smog, un nuage de smog, et de tant d'autres pages, ainsi que le large répertoire de la littérature d'usine et du roman apocalyptique. Il était une fois dans le royaume des belles lettres, le locus amenus. Hélas, ce temps-là a passé. Rimbaud, hélas, l'évangile a passé, lui disait. Hein? Hélas, ce temps-là a passé. Désormais, la littérature doit se charger du devoir vicarial de répandre une sensibilité écologique et d'encourager, par n'importe quel moyen, la recherche d'un développement soutenable. Il y va du futur de la vie sur la Terre, ni plus ni moins. Merci.